Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. D'abord, une première indication. La semaine dernière, nous étions à la Grande Dixence et nombreux d'entre vous nous ont téléphoné pour nous demander des indications techniques, pour nous rappeler qu'il y avait eu beaucoup de victimes, mais je crois qu'on l'a souligné, surtout le courage des gens qui s'étaient engagés là-bas. On voudrait vous dire aussi que si vous souhaitez posséder cette semaine avec, pour bouquet final, l'entretien avec Maurice Chapa, vous téléphonez au 0 848 828 818 pour obtenir une cassette que par ailleurs, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont paru, on n'a pas toujours eu le temps de vous le dire, Alerte à la grande distance de Françoise Favre, L'aumônier du barrage, c'est pas la Dixence, c'est mon voisin, mais c'est le chanoine Joseph Poutala, l'épopée des barrages, beaucoup de choses. Vous nous téléphonez, vous nous écrivez, vous aurez toutes les informations qui vous intéresseront. Tout au cours de ce programme, tout au cours de cette semaine, vous pouvez aussi nous appeler sur un autre numéro pour réagir, pour poser des questions. Et je suppose que cette semaine, vous allez téléphoner, vous allez réagir, vous allez poser des questions et vous allez parfois ne pas être d'accord parce qu'on a le plaisir de recevoir Narcisse Prat. Narcisse Prat, bon, vous allez apprendre à le connaître dans un instant au cas où vous auriez ignoré qu'il était, en tout cas à différentes périodes de votre vie. Et puis pour les plus jeunes, vous allez voir qu'il continue le chemin. Il a secoué, il a posé des questions par rapport à cette société. Il a fait preuve de beaucoup de courage, hein, c'est clair. Il est venu avec Arsène Prat, qui est son cousin, premier cousin. Et puis Aloïs Delez. Bonjour tous les trois. Bon, on est assez frappés quand même par des prénoms. Narcisse, Arsène et Aloïs. Alors Narcisse, d'où vient le prénom de Narcisse ? Mais vous savez, c'est très simple et très bête à la fois. Dans nos villages, il y avait généralement très peu de noms de famille, 7 ou 8 ou 10 noms de famille au maximum. Les Bornais, les Glacés, les Prat, les Fournier, etc. Alors on tombait fatalement sur un roi de France. Hein, c'était les Henri et les Charles et les Louis. Ou alors sur les 12 apôtres. Alors ma mère, pour se distinguer, a trouvé un Narcisse dans le calendrier, un Nestor, une Micheline et une Eliane. Vous avez échappé. Voilà. Ah bah ouais, dites donc, oui, wow, alors vraiment pour les quatre, c'était bien. C'était moderne pour l'époque. Pour Arsène. Eh bien, moi, j'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai trouvé que Arsène était le nom d'un ermite et qui était percepteur d'un empereur romain. Arsène Lupin. Et alors pour Aloïs, attention, Aloïs avec YS. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je sais qu'il y a des Aloïs en Bretagne et en Haute-Savoie. À part ça, je crois qu'il n'y a nulle part ailleurs. Bah, si jamais il y a des Aloïs avec Y qui se manifestent. Je voudrais dire aussi que le public qui nous suit aujourd'hui est composé du groupe de lecteurs bénévoles. Monsieur Glutz, vous êtes avec nous. Prenez juste le micro pour en 2 mots nous dire ce que représente, ce que fait le groupe de lecteurs bénévoles. Oui, merci. Alors, le groupe de lecture du canton de Vaud, en fait, c'est un groupe qui appartient au mouvement des aînés. Le mouvement des aînés a un certain nombre d'activités, comme les conteurs, les guides qui vous font visiter différentes villes. Et il a aussi un groupe qui est un groupe de lecteurs bénévoles qui vont à domicile, qui vont dans des établissements médico-sociaux, dans des hôpitaux, pour permettre à des gens qui, momentanément ou définitivement, sont privés de lire, soit qui sont paralysés, soit qui sont aveugles, eh bien, de passer un moment à leur compagnie, en leur lisant le journal, en leur lisant ce qu'ils souhaitent qu'on leur lise, et puis aussi en tenant compagnie. Donc c'est aussi un groupe de compagnie. Bien, s'il y a des Vaudois qui souhaitent par exemple, qu'on leur fasse la lecture, eh bien qu'ils téléphonent. Voilà, par exemple. Voilà. Bien, merci. À déconseiller. Bon, écoutez, Alex, on plonge tout de suite. Je crois que la meilleure présentation, c'est une séquence que vous pourriez nous montrer. Oui, c'est une séquence enregistrée il y a quelques semaines dans ce qui était encore la maison dans la Haute-Ardèche, la maison de Narcisse. Et puis c'est Narcisse dans ses 2 dimensions, c'est-à-dire en même temps les racines et la provocation. Eh bien, cet outil, je l'ai transporté du Valais jusque dans les Landes, des Landes jusqu'à Tournon, de Tournon jusqu'en Ardèche. C'est le fléau qui provient du grenier du moulin de mon grand-père, qui était meunier, à Beson. Et ensuite, je
utilisé comme symbole pour une association une association libertaire anarchiste que j'avais créée bien sûr à Genève, qui s'appelait justement le Fléau, c'est-à-dire le Front de libération des esclaves de l'abrutissement universel. Voilà. Alors ça, c'était le Fléau, c'était le symbole. Alors je peux faire une démonstration parce que je l'ai utilisé dans mon adolescence, ce Fléau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent l'utiliser, mais moi je sais. Alors je vais vous montrer. Alors d'abord un Fléau, ça ne s'empoigne pas comme ça, ça s'empoigne comme ça. Ensuite, il y a un mouvement de rotation qui est celui-ci. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ça, l'utilisation d'un Fléau. Et on bat le blé à deux en général, un qui se met à l'une extrémité de l'air et l'autre à l'autre extrémité, si bien que ça fait un rythme, ça fait pam, 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 pam. Et ça résonne dans tout le village. Quand quelqu'un bat le blé, on sait qu'il y a toujours une rotation. Et tout le village l'entend, on le sait. Mais tout ça ne nous dit pas ce que sont devenus les esclaves de l'abrutissement universel. Ils sont toujours esclaves et ils sont toujours abrutis. Je persiste et je signe, c'est ça? Je persiste et je signe, absolument. Alors Alex, juste un petit rappel du parcours de vie de Narcisse Prat, et puis ensuite on va le faire dialoguer. Je vais essayer, c'est une espèce de kaléidoscope comme ça, mais de le résumer en 2 minutes, ce n'est pas tout à fait simple, mais en gros c'est l'histoire d'un homme rebelle qui se retourne sur sa vie et sur son passé. Passé heureux d'abord. Bonheur de l'enfance, Narcisse petit berger, les 6 mois d'été dans les montagnes valaisannes et les 6 mois d'hiver à l'école. Bon élève, trop bon élève. Les curés décident d'en faire un missionnaire. Et voilà Narcisse, 11 ans, embarqué contre son gré, kidnappé, pensionnaire séminariste à Fribourg. Le désespoir et bientôt les premières révoltes. Quelques galères et quelques années plus tard, le voici à Hong Kong, vendeur de montres. Mais déjà, il a commencé d'écrire, et après le rêve du cinéma, le voilà journaliste. Satire en chef de La Pilule, pamphlet provocateur édité à Genève. Publication aussi du petit livre vert de gris, L'armée ripollinée au décapant. Mais les besoins d'argent, les magasins au fou et leurs montres bradées, la caravane, ni Dieu ni maître, dans la campagne genevoise. Les combats contre l'État, personnalisés par ces parcs-mètres impersonnels que Narcisse bourre de rondelles plastiques noires comme l'anarchie. Ni Dieu, ni maître, ce sera la devise de toute une vie, même dans le village natal, valaisan, Beson, où Narcisse revient un temps, histoire de retrouver ses racines. Hey. Après les parcs-mètres, la matz, objet mythique valaisan dont les clous, enfoncés, dénombrent autant de révoltes des faibles contre les puissants. Et toujours le même refrain. Ni Dieu ni maître, et c'est tout. Mais de territoire anarchiste, Narcisse n'aura bientôt que des ruines à rebâtir, loin de la Suisse, parce que, décidément, il y étouffe. En ermite, il continue d'écrire des dizaines de livres, de pièces de théâtre, dont il est bien souvent l'unique lecteur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur. Retour donc, le temps de brèves retrouvailles, dans la ville de Genève où il fut provocateur et satire en chef, cherchant querelle à la police, aux chats d'Iran et à tout ce que la planète compte de soutanes et d'uniformes. Bienvenue parmi nous, Narcisse Prat. Voilà, merci de ce portrait. Je crois qu'on a toute la semaine pour refaire ce parcours. Mais quand même, dans les itinéraires de vie, on va le voir tout à l'heure, votre père, votre mère vont beaucoup compter. Puis il y a un grand-père qui a compté tout particulièrement. Dites-moi pourquoi votre grand-père a compté. Mon grand-père a joué un rôle déterminant dans ma vie. D'abord parce que c'était un homme, de mon point de vue, exceptionnel. Il avait eu un accident de chantier. Il travaillait au pont du Rhône-Nation et il avait eu le bras droit broyé par la concasseuse, si bien qu'il était manchot. Alors, en fait, toute mon enfance a gravité autour de mon grand-père et c'était des jours de bonheur avec lui. C'était vraiment des années de bonheur. Seulement, voilà, les années passant,
j'ai mal tourné, je suis devenu mécréant. Et j'avais une tante qui était la tante Honorine, une femme d'une piété exemplaire et d'une vie exemplaire. Je défie qui que ce soit au monde de dire du mal de ma tante Honorine, c'est pas possible. Et cette tante Honorine, donc une sœur de ma mère, elle s'était jeté un défi, à elle-même, et elle m'avait un peu jeté un défi. Me voyant mécréant, elle a décidé, par ses prières, par sa piété, par ses pèlerinages, de faire repousser le bras du grand-père. Et elle me disait, tu verras un jour, je te donnerai la preuve que les miracles existent. Ce jour-là, tu seras bien étonné, tu seras bien obligé de te convertir. Hélas, mon grand-père est mort manchot, et moi, je mourrai mécréant. Bah, je crois qu'on est plongé dans le sujet, là, quand même, ça va bien. J'aimerais une petite indication aussi pour la suite de l'histoire. J'aimerais que vous nous disiez, parce que vous avez tous les trois résidé, finalement, de manière assez proche. Vous êtes d'où, exactement? Beson. De Beson. Vous êtes d'où? Je suis d'Autenade. C'est-à-dire qu'il y a quelle distance entre Beson et Autenade? Oui, donc si on monte de Beson, il faut compter une heure de marche. À pied. À pied, Voilà. bien sûr. Et vous-même? De Bézona. Bézona est à une demi-heure, oui. Alors voilà, 3 hommes d'une région finalement très très proche. Vous allez voir 3 destins qui sont des destins assez extraordinaires et qui chacun vont prendre un chemin un peu particulier. On va peut-être d'abord se rendre dans l'enfance de Narcisse. Oui, un reportage réalisé la semaine dernière à Beson et un retour sur les lieux. C'est dans cette pièce que je suis né, dans cette pièce que ma mère a fait ses 4 accouchements. Ici, il y avait une porte qui communiquait avec la cuisine. Là, il y avait le lit des parents. Ici, il y avait le berceau, les 2 berceaux de mes 2 petites sœurs. Et là-bas, il y avait le lit de mon frère et moi, on dormait dans le même lit. Et là, il y avait la table où nous faisions nos devoirs scolaires. Voilà. Et en fait, c'est ici que se déroulaient nos veillées en famille, voilà. De cette époque-là, à cette époque-là, il y avait, en dessus, il y avait la boulangerie, où on faisait le pain de seigle, et le plafond était en bois. Et entre les 2 plafonds, comme il y avait de la farine à l'étage, il y avait les rats, entre les 2 plafonds. Et ça faisait une course. Toutes les nuits, on entendait les rats qui couraient. Mais ce n'était pas du tout déplaisant. Je ne fais pas de misérabilisme là à ce propos. Au contraire, j'ai un souvenir qui me fait très chaud au cœur. Donc, c'est ton intérêt bailliage là. Ah bien. Grand merci, nous a bien rendu chez lui. Voilà, Chico, t'en as pas trop quand de chez toi. Ah, c'est fini. T'as rien que de rien, un patouet, hein? Pour comprendre Jean-Rhin, ça comme là, je suis mieux un patouet qu'un français. Ah, d'accord. Tout ça comme. Ça, c'était donc la maison de mon grand-père. Alors, à une certaine époque, mon grand-père habitait en dessus, nous habitions en dessous, ici. Cette année-là, moi, j'avais gagné un demi-fromage à l'alpage. Comme petit berger, j'avais 10 ans. Et voilà qu'au mois de novembre environ, tout à coup, on frappe à la porte, un monsieur bien mis de sa personne, qui dit « J'ai faim, est-ce que vous auriez quelque chose à manger ?» Et ma mère le fait entrer, le fait s'asseoir, et elle lui apporta le pain de seigle, le café. Et puis tout à coup, elle se dit « Mais il faut que je lui offre le fromage à ce monsieur. » Elle descend à la cave, chercher mon demi-fromage. Et voilà que nous voyons le monsieur qui taille dans le fromage une grande tranche comme ça, une tranche qui pour nous aurait duré au moins 2 semaines ou 3 semaines pour toute la famille. Il mange, à sa faim, il s'en va. Surtout qu'il est sorti, ma mère, avec l'humour qui la caractérisait, elle fait « Eh bien, il avait de l'appétit, le monsieur de la ville. » Et elle éclate de rire. Ça, c'était l'humour de ma mère, l'humour de la misère. Voilà. C'est frappant parce qu'on va s'en rendre compte tout au cours de la semaine, mais
ce sont des petits souvenirs et ces souvenirs restent très très forts et finalement peuvent marquer un destin. Ah oui, bien sûr. Très souvent, je pense inconsciemment, certaines anecdotes comme celle-là me sont ressurgies par la suite des événements apparemment anodins. Mais par exemple, pour en citer un autre de cette époque-là, alors que j'étais berger, on nous louait comme pour 50 francs pour la saison. C'était énorme. C'était un apport d'argent considérable pour la famille. On nous louait à des paysans d'autres villages qui étaient plus riches. Par exemple, aux Agettes, il y avait des paysans qui étaient plus riches que les nôtres. Alors cette année-là, par exemple, je me suis trouvé dans un mayen des Agettes et à côté du mayen en question, il y avait un chalet sublime. Un très très beau chalet sur lequel flottait le drapeau suisse et le drapeau genevois. Et je n'en finissais pas d'aligner des zéros en me disant mais combien ça peut valoir un chalet, un pareil chalet. Pour moi ça n'avait absolument plus de valeur possible à déterminer. Et voilà alors pendant ce temps, moi je gardais les vaches dans le mayen voisin. J'avais en tout et pour tout une paire de chaussures. Écoutez, je ne fais pas de misérabilisme, mais vraiment pas, je ne me plains pas, c'était comme ça. Je n'avais qu'une paire de chaussures le soir, comme c'était une année où il pleuvait sans arrêt, à force de courir dans l'herbe mouillée, tous les soirs on avait les chaussures mouillées, et il fallait les faire sécher pour le lendemain. Et de parapluie, n'en parlons pas, ça n'existait pas pour nous. D'imperméable, n'en parlons pas, ça n'existait pas pour nous en tout cas. Et un jour, voilà, pendant que je gardais les vaches avec les pieds dans la flotte, voilà que je vois sortir du chalet voisin, je vois sortir une dame, superbe dame de la ville, habillée de pied en cap, avec un beau grand chapeau, un beau grand manteau imperméable, de belles bottes, qui vient vers moi, qui me fait un gentil sourire et qui me tend, tenez-vous bien, une branche de chocolat, grande comme ça, qui coûtait 5 centimes. J'ai accepté la branche de chocolat. Et j'ai regardé la dame qui s'en allait. Et aussitôt qu'elle se fut éloignée, ça m'est sorti. « Ma ta choum » en français, mais quelle garce. Hein? C'était vraiment l'injure. Cette charité-là, c'était une injure pour moi. Et je crois que ça a été le début de ma révolte sociale. Je crois vraiment que ça a été un début. La preuve, 30 ans plus tard, peut-être 35 ans plus tard, un jour, voilà que tout à coup me tombe entre les mains, il m'en tombait de temps en temps un billet de 100 francs de l'époque, 100 francs suisses de l'époque. Et sur ce billet de 100 francs suisses de l'époque, il y avait Saint-Martin, qui, sur son cheval, qui coupait son manteau en 2 parties et qui tendait une partie aux mendiants. Ça m'est revenu. Alors, dans l'angle supérieur... Qu'est-ce qui vous gênait dans le fait que Saint-Martin coupait son manteau? Justement, c'est ça. Mais alors, dans l'angle supérieur du billet de 100 francs, il y avait un rond. J'en ai profité et j'écrivais « Salaud, tu gardes pour toi ton épée, ton cheval, ta bourse et tu oses m'offrir le billet, la moitié de ton manteau. » Alors, ça a été comme ça pendant quelques temps. Tout d'un coup, un jour, je reçois un téléphone. Bon, on s'annonce la Banque nationale suisse, mais je n'en sais rien. Ici, la Banque nationale suisse. Écoutez, monsieur Prat, on sait que c'est vous qui barbouillez les billets de 100 francs. Si vous continuez, on vous prévient, on vous les fera rembourser tous. Alors, j'ai arrêté. Belle histoire. Et ça, c'était le résultat, c'était en somme l'écho de cette première révolte que j'avais eue autrefois. Alors, on a dit tout à l'heure que vous étiez tous les deux premiers cousins. Ça ne signifie pas que vous connaissiez beaucoup à l'époque. Hein? Pourquoi? Effectivement, donc nous sommes enfants de frères. Quand on a vu, juste une petite question, quand on a vu la maison où vivait Narcisse Prat, où tout le monde était réuni, est-ce que pour vous, c'était la même chose? Donc, c'était la maison de notre grand-père, qui était meunier, donc, où on aurait pu voir le moulin juste à côté. Alors, mon père, donc, il est né là, et puis, donc, il s'est marié à Haute-Ninde. C'est ainsi que je suis natif de Haute-Ninde. Vous nous avez dit tout à l'heure, Haute-Ninde, Beson, ça fait 1 heure de marche à pied, c'est pas le bout du monde, et pourtant, vous ne voyez pas.
Eh bien, justement, c'est ça une question que je me suis posée. J'ai dit, mais pourquoi, en somme, on ne s'est très peu connu durant notre petite enfance, je dirais. Donc, il faut une bonne heure de marche. À cette époque-là, on pouvait compter les voitures sur les 10 doigts de la main. Si on remonte juste avant la guerre, vers 1939, eh bien, il y avait très peu de véhicules, donc on allait à pied. Et puis, il y a une autre chose, c'est que vous n'allez pas sur les mêmes pâturages pour garder les bêtes. Voilà, donc si on veut aborder cet aspect-là, donc les gens de Brignon, Beson, alpaient plutôt sur la rive droite de la Prince, de la plage de Combasteline, de Novelli, tandis que ceux de la rive gauche, de Haute-Nain, Basse-Nain, plutôt dans les alpages de Civier-Tortin. Et alors moi, c'est à Tortin que j'ai fait mes armes de berger. On va vous montrer quelques images, qui sont des images du centre de M. Papillou à Martigny, qui sont de ces superbes images de l'époque. Et puis moi, j'aimerais bien que l'un et l'autre, vous nous disiez ce que représentait le travail pour des enfants entre 6 et 10 ans, qui consistait à monter de chaque côté de la rivière dans leur alpage respectif pour garder les bêtes. Pour vous, Narcisse. Alors pour moi, donc moi j'étais ce qu'on appelait dans notre patois le Bubo Mozzoni. C'est-à-dire que il y avait l'homme qui était désigné pour garder les génissons, les veaux, c'est-à-dire on allait dans la partie supérieure des alpages, là où les vaches ne pouvaient pas accéder. Alors, mon travail à moi consistait, outre le fait de garder les génisses et les génissons, consistait à aller chercher la nourriture, à descendre généralement jusqu'aux chottes, comme on les appelait, donc aux abris, où on trayait les vaches. Chaque jour, il fallait descendre chercher le pain de seigle et le lait. Et aujourd'hui encore, je me demande, mais comment se fait-il qu'on ne nous ait pas donné une vache là-haut pour notre lait? Eh bien non, mais c'est parce qu'il y avait une raison à ça. Je crois que c'est une histoire de gaspillage, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc dans certains alpages, effectivement, à Tortin par exemple, il y a eu des cas donc, où il y avait une vache qui était alpée avec le jeune bétail et qui épargnait cette longue marche pour aller chercher le repas, en somme, pour la journée. Alors si j'en viens, moi, à ma carrière de berger, je suis allé 4 années à Tortin. Et j'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'étais VI. Un peu plus tard que Narcisse Prat. Donc c'était plus tard. Donc c'était en 44. Et le VI, ça vient du mot veiller. Donc c'est celui qui veille le soir dans ce qu'on appelle en patois le cajun. C'est l'enclos en pierre sèche où l'on fabrique le fromage, le sérac et même autrefois le beurre. Et 2 années, alors là, j'ai assez peiné parce que j'avais le poste de gros berger, mais qui n'avait pas beaucoup à faire avec le troupeau de moutons, si ce n'est apporter le soir le repas. Mais en plus de ça, il avait un certain nombre de vaches à traire. Et à 15 ans, j'avais 24 vaches à traire. Est-ce que pour tous les deux, ça reste une période plutôt heureuse quand vous faites le parcours de votre vie, ou plutôt une période où vous dites « j'aurais voulu être ailleurs », Narcisse? Pour moi, ça a été les meilleures années de ma vie. Ouais. Je peux dire que c'était peut-être pénible, évidemment, parce qu'il y avait 1h30 de marche, ou même davantage, avec 10 litres de lait sur le dos. Je n'avais que 10 ans. Donc, je peux dire que c'était pénible. Mais ce sont les meilleurs souvenirs de ma vie. Je partage tout à fait l'avis de Narcisse. C'était effectivement... Aloïs, Arsène, c'est vraiment génial. Ce sont de belles années que j'ai passées. Donc, la dernière année, j'avais pas seulement 24 vaches à traire, mais 29. J'avais le poste de pâteureux. C'est l'homme qui fabrique le sérac et qui doit, chaque 10 jours, descendre au village chercher le ravitaillement. Et alors, effectivement, donc, on passait 8 heures par jour à traire. Alors, Aloïs, vous avez connu cette même, juste une petite indication sur l'enfance, hein, après on reviendra sur les parcours de vie, mais vous avez connu cette période, vous êtes aussi allé au pâturage? Tout à fait. Pour moi, c'était un peu différent parce que mon père, après avoir été instituteur, et donc est devenu facteur buraliste postal. Donc, ce qui veut dire que par rapport à eux, c'est clair que, je suis désolé, mais on avait une situation meilleure. Ouais, ouais. Vous aviez des bêtes? En plus de ça, on avait des vaches, on avait de la vigne. Ce qui veut dire que mon père et ma mère sont tués au travail, pratiquement, pour mener à bien toute cette histoire. Et alors, moi, je les rejoins amplement, parce que c'était des périodes dures, difficiles. Nous, on allait de Vaisonnat à Vétro, à pied,
aux vignes, ce qui représente 3 à 4 heures de marche. Après avoir travaillé toute la journée, et ça à l'âge de 5-6 ans, hein, et après avoir travaillé toute la journée, on remontait le soir. Et je me rappelle, j'avais un oncle qui était sacristain et qui s'est jamais marié. Quand on arrivait à Pro, là, pour prendre en haut, là, dans le... comment on appelle ça, le bout, là, sous bar, là, mais il y avait un nom. Essagne. Voilà, Essagne. Il commençait le rosaire, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et nous derrière, parce qu'on était 8 en famille, hein, il fallait répondre alors qu'on était morts de fatigue. Alors on allait et on arrivait à minuit à la maison complètement mort. Quoi. On va y venir alors à tout ça parce que. Puis juste une chose aussi. Je suis allé aussi à l'alpage, mais ça c'est une anecdote intéressante parce que en 1940 j'avais 10 ans. Mes parents m'ont dit cette année tu vas à l'alpage. J'étais remplaçant de celui qui gardait les cochons, chouportieux. Alors là j'ai des souvenirs parce qu'on a dormi dehors sous la neige, enfin c'était extraordinaire. Et puis quand je suis descendu de l'alpage, mes parents m'ont dit voilà, l'ermite de Longeborn t'a apporté un petit frère. Donc on m'a éloigné de la maison parce que... Alors, j'aimerais qu'on revienne là maintenant sur le portrait de vos parents. Votre père, que fait votre père? Donc à cette époque-là, mon père était mineur. Alors, il était mineur. Oui, bien sûr, il n'y avait pas comme dans le nord de la France les grandes mines de charbon, les grandes exploitations de mines de charbon. C'est-à-dire qu'il était mineur. Il travaillait surtout sur les barrages hydroélectriques. Il a travaillé même aux fortifications de Valorbe, la honte. Mais enfin, il a travaillé aux fortifications de Valorbe pour la Confédération, ce qui a valu à la Suisse de ne pas tomber sous le joug hitlérien, n'est-ce pas? D'en revenir pour quelque chose. Alors, donc il était mineur, il allait généralement de chantier en chantier, c'était plutôt de barrage en barrage la plupart du temps. Et donc ceci, c'était dans les années 30 environ. Alex, on va voir un peu ce que représentait le travail dans une mine, et en particulier une que votre père a bien connue, qui est Chandoline. Oui, on va voir Chandoline, c'est un document de l'époque. Et ensuite, vous allez voir que dans la famille de Narcisse, c'était non seulement le père, mais d'autres membres de la famille qui ont dû s'y connecter. Mais d'abord, Chandoline. Les mines de charbon de Chandoline, près de Sion, ont établi un véritable record. Après plusieurs journées d'un travail particulièrement pénible, les ouvriers ont réussi à extraire un bloc d'anthracite de 10 tonnes. Espérons que de nombreux blocs s'ajouteront à celui-ci pour nous rendre l'hiver moins rude. Alors, est-ce que votre père évoquait en famille les conditions de travail? Non, pas du tout. N'en parlait pas. D'ailleurs, les mines de Chandoline sont arrivées ultérieurement, c'est-à-dire au début de la guerre, vu qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Non, lui a travaillé surtout sur les barrages. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs, parce que ces mines ont une grande importance. Oui. C'est-à-dire que, il va y avoir la mobilisation. Oui. Et pour votre père, la mobilisation va très mal se passer. C'est-à-dire, c'était le début d'une série de catastrophes. À la mobilisation, mon père étant mineur, a été embrigadé automatiquement chez les pontonniers, c'est-à-dire les gens qui étaient destinés à faire sauter les ponts le jour où M. Hitler viendrait chez nous, ce qui ne risquait pas d'arriver, vu qu'il y avait l'UBS derrière, il avait un compte à l'UBS, il ne risquait pas de venir. Mais enfin, ça, on ne le savait pas à cette époque-là. Les dirigeants de l'UBS peuvent nous téléphoner, 708 99 00, je voulais répondre à Narcisse Prime et expliquer. Je n'ai rien inventé, c'était une manchette du journal Le Nouveau Quotidien il y a quelques temps. Enfin, voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, mon père a été mobilisé chez les pontonniers. Oui.
Alors, on les a fait dormir donc dehors. Dès le premier jour. Dès le premier jour, sous tente, j'imagine. Et comme c'était je crois que ça devait être une fin d'hiver ou quelque chose comme ça, dans des conditions tellement déplorables que il a eu une attaque de paralysie. Donc, au bout de combien de temps? Alors voilà. Au bout du 2e jour et demi. Je vais vous dire pourquoi ça a une importance. Une attaque de paralysie, il a eu la moitié du corps paralysé, et jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, il a eu un problème d'élocution, il avait toujours la moitié de la bouche qui ne répondait pas. Alors, on le ramène à Besançon, et on s'aperçoit que vraiment, il en a pour des années. Il est handicapé. Il est handicapé, et à vie pratiquement. Alors là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma foi, on essaye de se retourner contre l'assurance militaire. Eh bien, figurez-vous que non, nous l'avons perdu ce procès contre l'assurance militaire, parce que la loi prévoit d'indemniser les gens uniquement après 3 jours. Alors, il a fallu qu'il y ait cette demi-journée pour que nous perdions le procès. Le résultat de ça, en fait, la Suisse est très généreuse, n'est-ce pas? Chacun sait. Le résultat de ça, mais ça a été que ma mère, avec ses 4 enfants, a été contrainte d'aller s'engager aux mines de charbon de Chandoline, justement. Qu'est-ce qu'elle faisait aux mines? Alors, aux mines de charbon, il y avait, donc, pour les femmes, généralement, leur travail consistait à trier le charbon. C'est-à-dire qu'il y avait le grand terril, et au fur et à mesure qu'on extrayait le charbon du tunnel, ces femmes triaient le charbon. Elles étaient carrément assises sur le charbon. Sur le charbon lui-même, été comme hiver, par tous les temps. Et ma mère a fait ça pendant, je ne sais pas combien de temps, mais pendant assez longtemps. D'ailleurs, c'était le lot de beaucoup de femmes à cette époque-là. Et ma mère faisait l'équipe de nuit pour pouvoir, pendant la journée, s'occuper de ses enfants et de son mari qui était handicapé. Merci la Suisse. Alors, lorsque Narcisse Prat raconte ça, par exemple, pour votre père, c'était un peu pareil? Alors, mon père a aussi vécu donc cette période de mine. Il a travaillé au barrage de Salanve en particulier, où la pierre avait une forte teneur en silice. Il a travaillé du côté de Gringiols, il a travaillé à Chandoline, il a travaillé les mines de charbon qu'on appelle le mauvais four en français, donc ça c'est proche de Haute-Ninde, et tout en travaillant comme boiseur, mineur. Le soir, quand il rentre à la maison, il avait son petit train de bétail de campagne à faire. Votre père est mort à quel âge et de quelle maladie? Eh bien, il est évidemment donc arrivé à l'âge de 55 ans, donc la silicose s'est déclarée. Il a bénéficié pendant quelques années, donc il est mort à 62 ans. Et votre père est mort à quel âge? Mon père est mort à 60 ans, pile, de la silicose. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, l'AVS ne vous intéressait pas tellement, vous étiez sûr que vous alliez mourir aussi à 60 ans. Oui, mais là, ce n'était pas pareil. Mon histoire à moi, c'est vrai que dans notre famille, on ne devient pas vieux. Mais mon père n'est pas devenu vieux, il y a une bonne raison, c'était sa silicose, sa maladie des mineurs, c'était ça. Oui. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Chez nous, donc, quand j'entends Narcisse raconter donc ces péripéties de son père, mon père donc n'a jamais eu de grands problèmes de ce côté-là. Et alors, c'était un homme très travailleur, très sensible. Je l'ai vu pleurer 2 fois dans ma vie. Une première fois, je devais avoir 5-6 ans. Nous avions une vache et un veau, 2 chèvres. Et puis comme avec maman, nous avions décidé d'acheter un champ. On voulait planter des pommes de terre. Et il fallait payer ce champ. Alors on a vendu une vache qui s'appelait Parige, qui était une très forte laitière. Et lorsque le marchand de bétail est venu la chercher, c'était un certain monsieur Tuchois de Bramois. Et quand la vache est partie, mon père a pleuré. Et quelle était la deuxième fois? La deuxième fois, bien c'était, il revenait du service militaire. Mon frère n'était pas à la maison à cette époque. Et il rentre un peu tardivement et il trouve ma mère et moi assis à table. Et ça l'a choqué. Il s'est mis à pleurer.
Alors, on va entrer dans une autre partie de l'histoire, et Aloïs, là, on veut votre participation aussi, parce que, on a compris quand même que, malgré la difficulté du temps, il y a un certain bonheur à faire le travail dans l'alpage, il y a l'enfance, tout simplement. Et puis, cette enfance, elle va être assez brutalement interrompue. Alex, vous pouvez nous donner une petite clé, là, quand même, avant que Narcisse... je crois que c'était, si je l'ai bien entendu et si je me souviens bien de tout, c'était un jour de Désalpes, et au moment de la Désalpes, c'était aussi la fête pour les petits bergers, et lui s'apprêtait à faire la fête avec les autres, et c'est là où on lui a appris qu'il devait partir. Alors, expliquez-nous. Mais non, mais il y a pire que ça. C'est que j'étais amoureux. 11 ans. Oui, mais j'étais amoureux. J'avais une jolie Olivette qui était venue me rendre visite plusieurs fois. On peut ajouter à nos prénoms, Olivette, voyez-vous. À l'alpage. Et j'étais vraiment amoureux. Pour moi, défiler à travers le village ou les villages avec mon Edelweiss à la boutonnière et mon Olivette à la fenêtre, c'était important. Eh bien non. Quand je suis arrivé au milieu du village, voilà ma mère qui s'empare de ma main, qui me retire du groupe des bergers en me disant « Écoute, tu ne peux pas aller à cette fête ». D'ailleurs, ils étaient déjà bien partis, ils avaient déjà bien aviné, ils avaient déjà bien chanté et bien bu. Alors, elle m'a dit « Non, tu ne peux pas, parce que tu as la vocation ». J'ai dit « Ah bon ?» Ah bon, écoutez. Mais au fond, pourquoi votre mère ou vos parents avaient décidé que vous aviez la vocation et qu'on va le voir, vous alliez vous retrouver dans un petit séminaire? Oui, bon, en fait, c'est une longue préparation qui se fait. C'est-à-dire que à cette époque-là, il y avait donc c'était le curé Brunner qui officiait à Nanda, et cet homme-là avait, si je peux dire, pardonnez-moi mesdames, travailler au corps toutes les mères chrétiennes de la paroisse pour les inciter à donner à Dieu un fils à Dieu et un fils ou une fille à Dieu, en leur promettant naturellement des indulgences plénières à n'en plus finir. Ça, c'était le paradis garanti pour toute la famille, quoi. Alors, votre mère va vous dire, voilà, maintenant tu as la vocation, tu vas partir dans un petit séminaire, vous allez vous retrouver dans quel petit séminaire? Alors, là-dessus, je vais me retrouver à Fribourg, à la ville, ça s'appelait la Villa Bonlieu, chez les Pères de Saint-François de Sales. Les Salésiens. Voilà. Non. Et vous-même? Alors, vous me pardonnerez. Alors dites-moi, vous, puisque vous allez vous retrouver là, vous, comment vous passez des rêves de vos parents à ça? Bon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce qui se passait à l'époque, il y avait toute une série de petites congrégations qui avaient besoin naturellement de jeunes pour devenir missionnaires. Alors il y avait un père recruteur qui venait d'ailleurs du village de Narcisse, de Beson, et qui, c'est lui qui choisissait pratiquement les enfants. Il ressemblait à Alex Descotes. On s'en méfie jamais assez. Bon, ok. Je note. Et alors, finalement, il avait convaincu vos parents un peu de la même manière? Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un qui allait voir soit le curé, soit l'instituteur, qui étaient les deux personnes les plus influentes du village, et qui après décidait, parce qu'on prenait plutôt les premiers de classe. Alors, il y avait ce facteur-là, c'est-à-dire qu'il essayait de prendre les meilleurs. Je sais par ailleurs que quelqu'un qui n'avait pas été choisi parce que son copain des premiers de classe a été très, très frustré de cette histoire. Et voilà. Et puis, il faisait miroiter une petite chose qui était très importante, c'est-à-dire qu'il disait aux parents, de toute façon, votre fils pourra faire des études à bon marché. Parce que c'était pas cher, et si les parents n'avaient pas beaucoup d'argent, donc on payait pas cher. Arsène, vous avez échappé à ça, vous étiez pas. Est-ce que c'est parce que vous étiez pas bon à l'école ou parce que vos parents avaient prévu autre chose pour vous? Eh bien, il faut dire que à cette époque, dans nos villages de montagne, les parents ne voyaient que deux débouchés. C'était pour les premiers de classe, ou bien insti, ou bien curé. C'est ça. Alors pour moi, donc, je n'ai pas eu ce problème. Mes parents ont dit, tu vas faire l'école normale. Vous allez connaître l'internat, mais vous de manière un peu différente. J'ai passé donc 5 ans d'internat, donc chez les frères de Marie. L'année préparatoire à l'école normale et la première année se passait à Martigny et puis les 3 autres années à Alors Sion. Narcisse, vous avez 11 ans, vous vous retrouvez dans un petit séminaire à Fribourg. Dans quel monde entrez-vous et comment le percevez-vous? Alors,
Bon, d'abord, la première chose, c'était ce qui m'a vraiment c'était la mise en condition, la discipline essentiellement. Alors, les horaires, la discipline, c'était quelque chose d'extrêmement dur. Mais enfin, disons que la plupart des internats peuvent en dire autant. Les personnes qui ont vécu l'internat peuvent en dire autant. La discipline, les bras croisés, les bras croisés, le silence, etc. Tous les internats peuvent en dire autant, plus ou moins. Mais ce qui distinguait ce genre d'internat, essentiellement, c'était le lavage de cerveau. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Je prétends que les communistes soviétiques qui ont procédé au lavage de cerveau de leurs gens là-bas, comme exactement le font certaines sectes, se sont tous inspirés de l'Église catholique de ce point de vue-là. Mais vous aviez 11 ans. Oui. Est-ce qu'à 11 ans, vous aviez déjà conscience qu'on était... Non, ah bon, quand même, vous rassurez, pas du tout. Là. Non, je l'ai compris plus tard. Ouais. Je l'ai compris plus tard, bien sûr. Mais la mise en condition était telle que... D'abord, il y avait le chantage. Pour moi, le chantage essentiel, c'était celui-ci, ne pas faire de peine à ma mère. C'était le premier chantage. Le deuxième chantage, c'était que il y avait dans ma vallée, en tout cas, je ne sais pas comment c'était à Vaisonna, mais disons que le fait d'échouer dans une carrière comme celle-là, c'était déshonorant. Et ça, pour moi, ça a été aussi déterminant. Je n'avais pas le droit d'échouer, donc je devais persévérer. Donc j'ai tout subi. Quand je dis subi, je dis vraiment subi. Alors, et puis l'autre domaine le plus scabreux, vraiment, c'était l'action sur l'affectif. C'est-à-dire que on nous amenait à l'amour d'un personnage mystique qui était Dieu ou d'une Sainte Vierge, et on nous interdisait tout lien affectif avec quiconque. Alors, par exemple, je me souviens très bien que le père en question dont tu parlais tout à l'heure, tous les vendredis soirs, nous faisait sa théorie sur les amitiés particulières. Et moi, dans ma tête, à moi, les amitiés particulières, c'était pas la ville dont le prince est un enfant d'Henri de Monterland. C'était pas du tout ça. Une amitié particulière pour moi, c'était la camaraderie. Alors, pratiquement, on en venait à vivre de façon complètement isolée, si bien qu'aussitôt qu'on s'approchait d'un camarade, qu'on avait la tentation de lier une amitié avec lui, non, il y avait la censure. Et la censure était interne, elle était dans notre tête. Et c'est ça que j'appelle... Voilà, et c'est ça que j'appelle du lavage de cerveau. Aloïs, vous êtes aussi, vous, dans ce monde. Est-ce que vous allez le percevoir de la même manière? Un peu, oui, parce que, disons... On partait, moi, j'ai trouvé que c'était très très dur et pas adapté pour des jeunes de cet âge-là. Puis je pense que c'était dans les autres pensionnats pareil. Je pense que pour les instituteurs c'était un peu pareil. Pour les écoles. Vous aviez, là on a bien compris quand même que chez Narcisse la vocation n'était pas vraiment présente. Est-ce qu'elle l'était un peu plus chez vous? Alors ça c'est un grand problème. Je me rappelle d'un sermon qu'avait fait un père qui venait là pour faire des missions. À l'époque... il y avait des missions, c'est-à-dire pendant une semaine, et il y a un père qui venait pour un peu réveiller le village. Et j'avais 7-8 ans, j'étais dans l'église, je me rappelle de ce sermon qu'il a fait. Il avait dit, si vous avez la vocation de prêtre, et si vous ne suivez pas cette vocation, il va vous arriver de grands malheurs, et ça veut dire au bout l'enfer. Alors il avait cité l'exemple d'un monsieur, de quelqu'un qui s'était fait prêtre, qui avait quitté, qui s'était marié, qui avait une jolie villa, 2 enfants. Il était parti à la guerre. Quand il est revenu, une bombe était tombée sur la maison, avait détruit la maison et les 2 enfants, et voilà la punition. Imaginez pour un enfant de cet âge-là, alors, juste pour vous, culpabilisation que ça peut faire. Juste pour vous, puisqu'avec Narcisse, on va faire la semaine, mais pour vous, vous allez être dans ce milieu, un petit séminaire, vous allez y rester combien d'années? Jusqu'à l'âge de 15 ans, où je suis parti parce que j'ai tout fait. Vous n'en pouviez plus, là? Oui, parce que je voudrais ajouter aussi que c'était un espace fermé, quoi. Et dans cet espace fermé, je pense que tous les abus sont possibles. Il y a eu des abus de pouvoir, il y a eu toutes sortes d'abus, dont c'est peut-être pas nécessaire de parler, mais... Mais une chose qui m'intéresse, c'est que bon, vous allez sortir, mais vous allez revenir. Voilà. Vous allez faire le grand séminaire, vous allez devenir prêtre. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous dites, malgré ce que j'ai perçu, il y a 2 destins, là. Lui, il choisit l'anarchie, vous allez choisir, à ce moment-là, la prêtrise.
Voilà, alors je suis rentré donc à l'âge de 15 ans, et à ce moment-là, mon père m'a dit, puisque tu rentres, il n'avait pas été d'accord quand je pars, il n'avait pas été d'accord quand je rentre, alors puisque tu rentres maintenant à la maison, il n'y aura plus d'études, tu travailleras ici avec nous, etc. etc. Donc j'ai passé 6 ans de ma vie à Vaisonna, j'ai un peu perdu mon temps, comme j'avais perdu avant d'ailleurs, mais d'un autre côté, j'ai participé à la vie du village, c'est peut-être pas trop mal. Puis ça m'a repris, disons, cette idée. Je n'étais pas guéri de cette histoire. Et je suis reparti. Pourquoi? Parce que je n'étais pas guéri d'une part, et peut-être aussi inconsciemment pour fuir le village, pour alors, faire des études. Vous allez aller jusqu'au bout, vous serez prêtre. Alors je vais jusqu'au bout. J'ai eu la chance quand même de faire le collège à Florimont. Ensuite, j'ai fait 6 ans à l'université de Fribourg avec les pères dominicains. Là, j'ai des critiques, parce que je regrette que ces gens-là nous aient tout enseigné en latin. En latin de cuisine, comment peut-on enseigner des choses aussi importantes? Et alors, vous allez devenir prêtre, et puis vous n'allez pas rester prêtre. Il va y avoir une rupture nouvelle. Voilà. Elle se va situer à quel moment? Alors, quand j'ai été prêtre, là, j'ai eu la chance, on m'a nommé en France, donc j'ai fait une année à Paris et ensuite à Lyon. Là, j'étais au moyen lycée, donc ce qui veut dire un peu à côté de l'église officielle. Et puis là, c'est vrai qu'avec d'autres, on a essayé de faire pas mal de choses pour faire bouger un peu cette église. Et puis, il y a eu mai 68. Et puis, mai 68 vous a fait ça m'a ouvert les yeux. Voilà. Et vous êtes ensuite... Et alors, troisième destin, vous, par exemple. Voilà, premier destin, on va voir de quelle manière il va se sortir du petit séminaire. Mais vous, la voie se fait plus tranquillement, on fait l'école normale, on devient instituteur. Pour moi, donc, je n'ai pas connu ces difficultés. Ouais. Donc, ces 5 ans d'internat, je les ai vécus... aussi bien que possible, bien entendu, que c'était quand même pénible, dur, parce qu'on avait comme congé 2 jours à la Toussaint, 1 semaine au Nouvel An. Mais vous aviez un projet quand même plus clair que eux qui bien sûr, donc pour moi c'était devenir instituteur, donc les choses étaient claires. Et comme j'ai appris depuis tout petit le travail, le goût du travail, bien fait, ça je l'ai appris de mon père, et... Mon seul souci était d'arriver donc à décrocher. Après les 5 ans, donc, on nous donnait le droit d'enseigner, première année. Si ça marchait bien, on donnait après donc, un diplôme, 4 ans. Et c'était seulement après 5 ans qu'on avait le brevet définitif. Et vous allez être instituteur 30 ans? J'ai enseigné pendant 30 ans, puis bon, un petit ennui de santé m'a permis de prendre un tournant que j'ai beaucoup apprécié, parce que la commune m'a demandé si je voulais créer de toutes pièces la bibliothèque communale. Voilà, c'est 3 destins. Alors vous, attention, parce qu'on se dit, vous nous l'avez expliqué, je suis au petit séminaire, je ne veux pas faire de la peine à ma mère, je vais aller jusqu'au bout. Mais vous n'irez pas jusqu'au bout, vous n'irez pas jusqu'à la maturité, je ne sais pas si on appelait ça comme ça à l'époque, ou le baccalauréat, mais vous n'irez pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous allez quitter le petit séminaire? Écoutez, d'abord, dans un premier temps, j'ai attribué ça à un fait précis. C'est-à-dire que j'étais dans un tel désarroi que je me souvenais, tout à coup j'ai commencé à me souvenir des théories socialistes de mon père. Et un beau jour, je vois à l'exposition d'une devanture d'une librairie à l'extérieur, je vois Staline, le titre Staline. La gueule de Staline, magnifique, je l'ai volé. Je suis rentré à Bonlieu et je me suis mis à lire Staline. Je veux dire que c'était une hagiographie du personnage, mais enfin pour moi c'était important. Et je crois que dans le fait, je ne cherchais pas vraiment à dissimuler. Je crois que j'espérais... Il y avait un peu de provocation. Oui, j'espérais qu'on me le trouve. Et ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Et vous êtes retrouvé dehors. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent attribué mon départ à ça. Mais je crois que c'était autre chose. En fait, j'avais un problème. Il y avait un problème avec moi là-bas. C'est que j'étais mignon. J'étais vraiment un joli garçon. Très joli garçon. Alors... souvent, je me demandais, disons qu'il y avait l'heure d'études. Alors, à l'heure d'études, je voyais de temps en temps les gars qui disparaissaient puis qui revenaient. On se disait, il est allé se confesser comme ci, comme ça.
Puis un beau jour, je me suis dit, mais pourquoi? Alors, je ne sais pas, je crois que j'ai sollicité de la part du surveillant, j'ai sollicité la permission. J'ai dit, j'ai prétexté un mal de tête. J'ai dit, au moins, comme ça, il croit. Je suis comme les autres, je peux aussi partir de la salle d'études. Bon, j'arrive dans ma chambre, le surveillant, sur mes pas, arrive, pénètre dans la chambre, et moi, je regardais par la fenêtre, et il a dû, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'est que le surveillant a refermé la porte à clé. C'est un père surveillant qui a refermé la porte à clé. Et moi, tout à coup, je me trouve en présence de quelqu'un qui me veut du bien. Mais c'était extraordinaire d'avoir quelqu'un qui a montré envers moi un peu d'affection. C'était extraordinaire. Et voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Oui. Merci de votre témoignage, parce que c'est un destin, c'est ça, hein, c'est fait de moments de vie qui paraissent anecdotiques ou qui peuvent être des gestes graves, et puis tout d'un coup, ça change. Quant à préciser pourquoi ceci a une influence sur mon renvoi, car j'ai été renvoyé de là-bas, eh bien, ma foi, j'imagine très bien que le père surveillant en question va se confesser, que le confesseur se trouve devant un cas de conscience, qui en parle au responsable des vocations, et puis tout à coup, on se dit quand même, il est vraiment trop mignon pour rester chez nous. Bon, je vous encourage à suivre le destin de Narcisse Prat. Merci d'y avoir participé. On va faire un tout petit tour du côté de la fête de Narcisse, hein, pour terminer. Mais je voudrais vous dire que vendredi, nous aurons un spécial Zigzag Café qui sera consacré au footballeur Ronaldo, qui sera enregistré demain. Donc c'est Alex Descotes à qui je passe les commandes demain. Merci, pour la deuxième journée. Mais j'aimerais que vous nous emmeniez quand même, parce que j'aimerais qu'on donne cette idée aussi. Narcisse Prat est là, vous êtes là. Mais il y a des jeunes, hein, qui restent touchés par ces idées-là. Tout à fait. Et là, on vient de le voir, c'est à la fois grave, touchant, précis. Il y a une vie qui change, qui va créer la révolte, et cette révolte, elle va basculer du côté de l'amitié, de l'anarchisme, de la provocation, de plein de choses. Et puis il va y avoir des amis autour de ça. Et l'été dernier, les amis de Narcisse l'ont convié à un endroit un peu particulier pour fêter ses 70 ans. Nous y étions. En effet, les dieux ont leur Parnasse, les maîtres ont leur compte en banque. Et ceux qui n'ont ni Dieu ni maître, eux, ont le désir de mordre. Le désir de mordre, mais une seule dent. Pas n'importe quelle dent, non, la dent de Vaulion, où Narcisse et les siens se réunissaient déjà au temps de la pilule, et où l'été dernier, ces mêmes amis l'ont convié donc pour fêter ses 70 ans. Tous ou presque ont partagé un jour les combats, les colères, les fous rires, les révoltes, les galères de Narcisse, ses convictions aussi. C'est d'agressivité liée aux situations. C'est un peu thématique. Là, les dieux, les rois, les gouvernements, l'armée, la police, la justice, etc. Occasion rare de filmer Narcisse à genoux, observez bien. Occasion aussi de rencontrer sa fille que je dirais adoptante, Emmanuelle. Aussi sa première femme, Micheline, et tous ceux qui, depuis plus d'une génération, n'ont pas cessé de lui être à la fois désobéissants et fidèles. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous serons morts, mon frère. La grande chaîne de la vie. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur.